Bonjour Sophie Rousset-Rouvière. Je suis ravie de vous avoir et puis je vous remercie d'avoir accepté cette interview pour notre association L'Art urbain dans les territoires. Je vais vous laisser vous présenter bien sûr et puis présenter la Divette que vous représentez aujourd'hui. Mais on était très intéressés par vous entendre sur les sujets notablement de végétalisation des toitures et des façades, puisque vous le savez, on a choisi cette année pour notre prix national le thème «Habiter avec le soleil» et puis c'est d'autant plus d'actualité qu'on crève de chaud, depuis quelques semaines en France Mmh. et je pense qu'il y a des régions qui sont plus à plaindre que nous, ici, mais quoique. Et donc, je pense que, voilà, pour lutter contre ces températures un peu extrêmes, il y a certainement beaucoup à faire et que la Divette peut certainement apporter des solutions qui nous intéressent particulièrement. Avec grand plaisir, en tout cas, merci pour votre invitation. Alors, en effet, on pouvait difficilement mieux choisir comme date pour parler de la Divette, qui est l'association de la végétalisation de l'île au bâti et des infrastructures urbaines. C'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années, initialement plutôt sur les solutions de végétalisation en toiture, et puis qui s'est élargie logiquement à la façade, au mur intérieur, à tout ce qui est en fait espace construit, mais ensuite entre guillemets, renaturé, parce que les acteurs sont souvent les mêmes, parce que les donneurs d'ordre sont souvent les mêmes, et surtout parce que les services écosystémiques rendus par cette fameuse végétalisation vont être peu ou prou les mêmes. Et la Divette regroupe aujourd'hui à peu près 80 adhérents qui ont ce site particulier que ce ne sont pas uniquement des fournisseurs de systèmes ou des installateurs, mais on a également des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des paysagistes concepteurs, des bureaux d'études, mais on a également des organismes de recherche et développement, de formation, et puis également tout un panel d'associations et de fédérations professionnelles connexes avec nos professions, ou bien qui font partie, j'allais dire, d'un écosystème qui cherche à justement promouvoir ces solutions fondées sur la nature, ces fameuses SFN, et c'en est une, la végétalisation en toiture et la végétalisation en façade. Donc, favoriser ces fameuses SFN et tous les services qu'elles rendent, mais pas à n'importe quelle condition. Donc, veiller aussi aux bonnes pratiques, aux règles de l'art pour que les choses soient correctement faites et que les résultats soient effectivement au rendez-vous. Alors justement, tous ces services rendus, vous pouvez nous en donner des exemples, Ce qui est intéressant avec la végétalisation, c'est qu'il y a plusieurs services écosystémiques qui sont effectivement rendus. Donc oui, l'actualité fait qu'on a envie de parler en tout premier lieu de tous ces phénomènes qui sont liés à la chaleur, au changement climatique, il faut dire les choses comme elles sont, et qui a en fait deux volets, mais les deux volets sont effectivement adressés par la végétalisation, notamment la végétalisation du bâti. Et le premier volet, c'est celui qu'on vit même déjà au mois de mai, qu'on a revécu il y a 2 semaines, qu'on est en train de revivre cette semaine, qui sont ces dômes de chaleur, ces périodes caniculaires qui génèrent ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, donc tout particulièrement en ville, puisqu'on a notamment un rafraîchissement nocturne qui s'effectue mal, voire qui ne s'effectue pas du tout. Et la végétalisation du bâti va permettre de façon efficace de lutter contre. Pourquoi? Alors souvent, je dis à minima, parce que ça ne rajoute pas de chaleur à la chaleur. Si dehors il fait 35 ou 40 degrés, si j'ai une toiture terrasse avec juste une étanchéité, ce qu'on appelle autoprotégée, je vais quasiment pouvoir faire cuire un œuf dessus. On va atteindre les 70-80 degrés. On n'est pas à 35 ou 40 degrés comme on a dans l'air. Avoir une végétalisation, alors minimale, mais malgré tout avec un minimum d'humidité, sinon on risque d'être contre-productif. Alors déjà, on reste, s'il fait 35 dehors, on est à 35 sur la toiture. Mais si on a un substrat bien humide, éventuellement, parce que peut se poser la question de la provenance de l'eau, un système de stockage d'eau sous-jacent qui aura récupéré le dernier pic de pluviométrie, donc le surnuméraire, on va dire, des végétaux, pourquoi pas dimensionnés pour ce qu'on appelle évapotranspirer au maximum, parce qu'ils évapotranspirent pas tous pareil, alors là, on va pouvoir avoir une réduction in situ de 4-5 degrés et en ressenti, parce qu'aujourd'hui on nous parle toujours des températures effectives et les températures ressenties, mais des études notamment américaines ont montré qu'en ressenti on pouvait descendre jusqu'à 13 degrés de moins. Et ça, c'est vrai pour la toiture terrasse. Alors on dirait, mais oui, mais on s'en fiche puisqu'on est en hauteur. Non, il y a un vrai impact quand on est
ne serait-ce que sur une toiture comme on peut avoir par exemple un R+1, premier étage, deuxième étage, mais d'une façon générale dans la ville, bien évidemment. Et puis, et là on va parler des façades, quand elle est interconnectée avec une façade végétalisée va aussi jouer ce rôle. Alors est-ce que ça sera du bardage rapporté végétalisé, est-ce que ça sera de la plante grimpante? Il y a plusieurs solutions techniques qui existent, mais par effet d'ombrage et surtout d'évapotranspiration, il y aura vraiment un gain très ressenti, directement ressenti, j'allais dire, par les usagers de la ville ou les habitants. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très intéressant. Là, on parle de l'air extérieur. Et souvent, on confond avec l'apport thermique. Alors, l'apport thermique, il faut le nuancer. Il faut vraiment prendre en considération de quoi on part. Si on part d'un bâtiment, j'allais dire type RE2020, c'est-à-dire neuf, encadré de façon forte par une réglementation notamment thermique, la végétalisation va peut-être un peu contribuer, mais pas de façon notoire. En revanche, si on est en rénovation, avec un bâtiment, avec une isolation qui n'est pas forcément très performante, ou en tout cas qui a perdu de sa performance, la végétalisation va véritablement apporter quelque chose. Là, je passe pour la toiture et pour les locaux sous-jacents. Mais là où ça peut être aussi très intéressant, la ville de Vienne a mené pas mal d'études là-dessus, c'est notamment pour ce qu'on appelle les rues canyons, ces rues qui sont très étroites, où l'air circule mal, où du coup la chaleur va vraiment venir stationner. Et là, pour les bâtiments, bien sûr, qui sont sur ces rues canyons, donc non seulement l'air est respirable dans la rue, mais pour les bâtiments, ça peut également l'être. Et là, la végétalisation en façade, notamment, on peut imaginer des solutions où on a des végétaux qui sont caducs, qui vont être en feuilles pendant les périodes difficiles, estivales, et qui vont perdre leurs feuilles l'hiver, là justement où on a besoin de récupérer les rayons du soleil. Donc c'est là où je rebondis avec votre manifestation. On est complètement en adéquation parce qu'il y a le soleil qui est peut-être un ennemi en ce moment avec ses 35 ou 40 degrés, voire plus, mais le soleil, on en a aussi besoin l'hiver parce qu'il va chauffer, entre guillemets, gratuitement. On en a besoin tout simplement pour la vitamine D l'hiver. Donc, c'est là ce qui est intéressant avec la végétalisation, c'est qu'on a cette réversibilité d'une certaine façon qui peut être mise en œuvre. Mais bien évidemment, il y a l'autre volet de l'adaptation au changement climatique qui sont ces fameux pics de pluviométrie. La gestion intégrée des eaux pluviales ne pose pas trop de problèmes. Les eaux pluviales ne posent pas trop de problèmes quand on a une petite pluie régulière et constante. Sauf que, y compris dans avant ce qui était, j'allais dire, un climat océanique, et bien évidemment, plus on descend dans le sud, et je pense aux épisodes Cévenol, plus on va se retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette évolution climatique avec des pics de pluviométrie. Et c'est ça qui est difficile à gérer pour la voirie. C'est que tout d'un coup, la voirie, aujourd'hui, ne sait plus faire. On manque de tuyaux, parce qu'en plus en France, on n'a pas forcément un réseau séparatif, il est unitaire, tout seul monde se retrouve au même endroit. Donc il y a une implication en termes de récolte, de collecte de ces eaux, et en plus de traitement derrière, avec le risque aujourd'hui, quand ça déborde, entre guillemets, que les stations d'épuration ne peuvent plus répondre, et donc que ces eaux qui ont ruisselé, qui sont polluées, vont se retrouver dans les milieux naturels. L'idée de la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est de gérer la goutte d'eau là où elle tombe. Et évidemment, quand on est sur une toiture, je ne parle pas des façades pour cette question-là, quand on est sur une toiture, le mieux pour gérer la goutte d'eau, c'est à cet endroit-là. On va avoir un double effet. L'effet d'un côté du substrat, qui va être le premier capteur de l'eau, et puis des solutions aujourd'hui qu'on peut aussi avoir en toiture. On peut aussi avoir d'autres solutions, type cuve ou autre, mais on va rester sur la toiture. Des solutions de stockage d'eau, de captation et de stockage d'eau sous la toiture végétale. Avec le but du jeu aujourd'hui, on essaie de tendre vers le zéro rejet. Tout est gardé sur la toiture pour alimenter les végétaux. Et là, on introduit vraiment un cercle vertueux avec l'eau pluviale qui est considérée comme une ressource et non plus comme un déchet. Et quand bien même il y a des eaux résiduelles, ces eaux-là vont être rejetées en moindre volumétrie, différées dans le temps et à débit régulé, puisqu'on peut avoir des systèmes de régulation de débit. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment des solutions intéressantes qui répondent à cette gestion des eaux pluviales. Et puis après, il y a bien sûr, vous l'évoquiez, la biodiversité. Ça aussi, alors aujourd'hui, parce qu'on a un peu chaud et puis de temps en temps, on se prend des orages, on a un peu oublié la biodiversité, en tout cas dans les discours actuels, mais il ne faut pas oublier que nos experts nous parlent de la 6e extinction de masse. Alors, sans avoir ce propos qui fait peur, ou au moins se dire, dans un monde hyper minéral, il faut rappeler quand même que la population aujourd'hui est à 70-75% en ville, dans un monde minéral et de plus en plus minéralisé, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, si ce n'est sur le bâti, parce qu'il n'y a plus d'espace disponible,
pour justement avoir des espaces de biodiversité. Et on pourrait se dire, bah oui, mais enfin, sur les façades, on peut l'imaginer parce qu'on voit bien qu'il y a un lien avec les espaces verts ou avec les arbres plantés, par exemple, le long d'une rue ou d'une avenue. Mais on dit, les toitures, pareil, est-ce que ça a vraiment un rôle en termes de biodiversité? Et là, on a tout un ensemble d'études, que ce soit de Plantécité, de l'Agence régionale biodiversité d'Île-de-France ou des études internationales, qui montrent qu'il y a un vrai rôle d'intégration à la trame verte de ces toitures qui sont, comme disait Philippe Clergeau du Muséum national d'histoire naturelle, qui sont comme des pas japonais et qui s'intègrent de cette façon-là à la trame verte, avec, et c'est impressionnant, par exemple, au bout de quelques années, 60 à 70% des espèces en toiture qui sont des espèces spontanées, qui sont installées toutes seules. Et puis, bien sûr, qui dit élément végétal va dire aussi qualité de l'air, avec la captation d'un certain nombre de COV, métaux lourds, etc. Bien sûr, il faudra veiller à ne pas mettre de plantes allergènes, ça serait dommage, ça serait contre-productif, bien évidemment. Il y a aussi une question acoustique. En fait, la végétalisation des toitures, surtout par exemple quand on est sur un élément porteur acier, va jouer un rôle de ce qu'on appelle le principe de masse ressort masse, aussi bien pour les bruits aériens que les bruits d'impact. Donc, par exemple, vous imaginez une bonne grêle sur une toiture en bac acier, forcément c'est un peu sonore, forcément si c'est végétalisé, on ne va pas le vivre du tout de la même façon, mais aussi pour les bruits aériens. Donc tout ça, ça amène à quoi? Ça amène aussi à un autre service écosystémique pour nous, les humains, très important, tout ce qui est bien-être, mais aussi santé. C'est pas uniquement, c'est joli, j'aime bien voir des choses esthétiques, bien sûr que c'est joli, mais plus fondamentalement, l'humain a besoin, on l'a vu avec l'épisode du Covid, et ceux qui ne pouvaient pas avoir ne serait-ce que la vue sur du végétal, le confinement a été beaucoup plus mal vécu que ceux qui avaient la vue, voire, parce qu'ils ont un petit jardin, qui avaient l'accès. Et la toiture végétale va apporter en ville, justement, va répondre à ce besoin de biophilie de l'humain. Et j'ai envie de vous dire, mais si c'est formidable à ce point-là, pourquoi on n'en voit pas plus? Alors est-ce qu'il y a des problèmes, réglementaires? Est-ce qu'il y a des blocages liés au PLU ou au PLUI? Enfin, qu'est-ce que vous rencontrez ou qu'est-ce que vos adhérents rencontrent comme difficulté, je dirais au quotidien? Je pense qu'il y a une question de sensibilité à la chose environnementale et qu'effectivement, en Allemagne, on ne se pose pas de questions, on végétalise un toit et c'est si vraiment on ne peut pas qu'on se pose la question pourquoi on ne peut pas. En France, on va fonctionner un peu dans l'autre sens. Mais il est vrai que il y a déjà le frein financier, économique. Ça coûte, entre guillemets, je dis bien ça coûte entre guillemets, plus cher une végétalisation du bâti que de mettre des gravillons ou rien du tout. Même si, économiquement, on sait que ça peut se valoriser et de plus en plus, ça se valorise de par exemple, cette question de la gestion avec le remplacement de la membrane d'étanchéité qui est différée dans le temps, mais aussi par la valeur ajoutée que va avoir le bien par sa végétalisation. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à appréhender. On a aussi souffert d'un certain nombre de contre-réalisations parce que ce soit à la conception, à la réalisation et à l'entretien, les acteurs n'avaient pas forcément suivi les règles professionnelles ou les normes type DTU qui encadrent ces pratiques. Et ça, c'est très, très important de les suivre rigoureusement parce qu'elles sont issues de ceux qui ont l'expérience, sont véritablement des règles de l'art. Et j'allais dire, c'est dès la conception, c'est à la réalisation et c'est à l'entretien. Et ces trois étapes-là sont rigoureusement à respecter pour avoir des toitures végétales florissantes et donc fonctionnelles vis-à-vis de ces fameux services écosystémiques. Mmh. Après, il y a la dimension technique. Tous les bâtiments ne peuvent pas recevoir une toiture végétale parce que ça pèse plus lourd, pour le dire avec des mots assez simples. Effectivement, il y a une charge qu'il va falloir prendre en considération quand on est dans le neuf, mais quand on est dans la rénovation, ça va être vraiment un enjeu important, la charge additionnelle potentiellement apportée. Il y a aussi des enjeux techniques liés à la membrane d'étanchéité, liés à l'isolation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, vous l'évoquiez également, il y a cette question de la réglementation, ou en tout cas des documents locaux d'urbanisme, alors parfois qui vont dans le bon sens, et puis parfois qui ne vont pas dans le bon sens. Alors, il y a ceux qui disent rien, bon, mais on a effectivement encore aujourd'hui un certain nombre de documents de planification type PLU, PLUI, qui vont pour essentiellement des questions patrimoniales, dire que la toiture plate, parfois, ce n'est pas forcément la toiture végétalisée qui est incriminée, mais la toiture plate n'est pas la bienvenue. J'ai entendu parler d'un projet de texte, législatif cette fois-ci, qui n'irait pas forcément dans le meilleur sens pour, la végétalisation, notamment des toitures. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en dire un petit peu plus? Et on a effectivement actuellement un projet de loi
tout petit article, parce que c'est un énorme projet de loi, hein, un tout petit article, article 45, qui, entre autres, précise qu'il n'y aura plus que l'obligation d'installer des énergies renouvelables. Donc, effectivement, la DIVET s'est, je pense de façon tout à fait légitime, émue de cette forme de régression finalement par rapport à ce que Climat et Résilience a posé. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous alertons tout particulièrement les élus, les pouvoirs publics pour leur dire, et la canicule est tout à fait là pour illustrer le propos, bien sûr qu'il est très important et qu'il ne faut surtout pas voir les ENR contre la végétalisation, mais j'allais dire qu'aujourd'hui, le marché se régule de lui-même, puisque quand il y a besoin, on va dire par exemple d'avoir du photovoltaïque, et ben, le photovoltaïque va très largement prendre le pas sur la végétalisation, que les deux peuvent aussi être articulés, c'est ce qu'on appelle les toitures biosolaires, mais ne surtout pas sortir la végétalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de cas de figure où les ENR ne seront pas pertinentes pour des raisons économiques, pour des raisons techniques, parce qu'il n'y a pas que l'économique, et dans ces cas-là, on risque de se retrouver avec rien, c'est-à-dire on va se retrouver avec notre autoprotégé ou nos gravillons, et on n'aura plus aucun service écosystémique rendu, et on n'aura pas non plus notre énergie décarbonée produite. Donc on aura tout perdu. Et encore une fois, le législateur, je pense, a voulu s'assurer d'une production énergétique décarbonée. En plus, on a vécu une crise énergétique il n'y a pas très longtemps, qui a d'autant plus rendu cette nécessité forte, mais ce n'est pas parce qu'on enlève la végétalisation que pour autant, on aura plus d'énergie renouvelable. Donc nous, on milite pour revenir à ce que le législateur, dans sa sagesse, avec Climat et Résilience et APER, avait écrit. Donc en ce moment, on fait vraiment le forcing pour cela. Et encore une fois, bien sûr, c'est la DIVET en tant qu'association, mais on a avec nous un ensemble d'autres instances qui portent avec nous cette voie-là, parce qu'il y a bien des enjeux de bien commun, des enjeux de santé, des enjeux de biodiversité, d'adaptation au changement climatique, qu'on porte aussi au travers de cette remise en cause de ce fameux article 45 du projet de loi DADU. Encore une fois, un grand merci à vous. Avec J'espère et je suis même certaine que nous aurons forcément des opérations, que vos adhérents nous apporteront, pour notre prix national et qu'on pourra se retrouver le 18 novembre prochain, dans l'auditorium du ministère justement de la transition écologique pour parler de tout ça. Mais j'espère aussi et avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre enthousiasme et votre énergie. À bientôt, Sophie. À bientôt Pascal, au revoir.